Pour ce nouveau numéro de notre collection Passion Patrimoine, je vous propose de partir en Provence, au Pays d'Arles. Le Pays d'Arles est situé entre le Rhône, le massif des Alpilles et la plaine de la Crau. C'est un territoire qui rayonne autour de sa capitale, Arles, surnommée la Petite Rome des Gaules. Pendant 2 ans, nous avons suivi une aventure exceptionnelle, celle du sauvetage d'une épave d'un bateau romain resté au fond du Rhône avec sa cargaison pendant 2000 ans. Cette épave de 31 mètres en excellent état est la plus ancienne et certainement l'une des plus longues barges antiques jamais retrouvées. Elle est aujourd'hui classée Trésor national et le public peut l'admirer depuis début octobre au musée départemental Arles Antique. Mais si la ville d'Arles est connue pour son patrimoine antique extraordinaire, elle possède d'autres joyaux comme l'ancienne cathédrale Saint-Trophime, construite au XIIe siècle. Son cloître est un chef-d'œuvre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À proximité d'Arles se trouve le massif des Alpilles qui abrite de nombreux villages comme les Baux-de-Provence et son château-forteresse qui, tout au long de l'histoire, a subi de nombreux sièges, en témoignent passages secrets et abris sous roches qui servaient de refuge aux villageois lors des attaques. Les Alpilles dominent une région méconnue, c'est la plaine de la Crau. Cette plaine de galets est l'ancien delta de la Durance, une terre de steppe désertique, mais dont les hommes ont su tirer parti, vous allez le voir. Voici Le Pays d'Arles, un film inédit réalisé par Stéphane Bégois. Retour dans la cité d'Arles. Depuis 10 ans, des archéologues remontent du Rhône des vestiges qui révèlent l'importance du port de la cité au temps de César. Mais en août 2011, c'est un incroyable sauvetage qui se prépare. Une équipe s'apprête à remonter l'épave d'un bateau romain. Les moyens sont inédits. Une barge a été installée à l'aplomb de l'épave. Et surtout, pour la première fois en France, des scaphandriers professionnels sont venus épauler les archéologues. On se met d'accord pour la manivelle et les pieds, quoi, une fois qu'on commence à lever. En remontant à ce moment-là... À leur tête, Benoît Poinard dirige les opérations. T'as rétendu les câbles Les câbles sont taqués, donc vous pouvez y aller. Pour les scaphandriers, notre quotidien, c'est les barrages, c'est les piles de pont, les stations pétrolières. C'est des mondes beaucoup moins poétiques et romantiques que soulever une épave qui a 2000 ans. Tu peux envoyer le gaz, 150 bars. Les casques des scaphandriers leur permettent de communiquer avec la surface et de transmettre les images du fond pendant la plongée. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Cette épave en excellent état est la plus ancienne et l'une des plus longues barges antiques jamais retrouvées. Eh John? Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, je vais vérifier si c'est bon. Si c'est pas fini, je le continue pour le finir. Ok. Sabrina Marlier est l'archéologue qui dirige les opérations scientifiques. Elle est bien la visière. Ouais, c'est bien, ouais. C'est nickel. Je commence à la... Spécialiste des épaves antiques, elle étudie cette barge depuis 4 ans. C'est un bateau qu'on appelle un chaland. Donc c'est un bateau déjà de l'époque gallo-romaine qui est daté assez précisément du début des années 50 après Jésus-Christ. Et un chaland, ça signifie que c'est un bateau à fond plat destiné exclusivement à la navigation en milieu fluvial. On peut considérer que c'est l'équivalent de nos péniches actuelles. Les relevés sous-marins ont permis aux archéologues de dessiner ce bateau très bien conservé. C'est un grand bateau, un très très grand bateau, puisque l'épave fait près de 31 mètres de longueur pour une largeur d'à peu près 3 mètres. Donc un bateau très étroit mais très très long. C'est un bateau qui était capable de naviguer entre Lyon et la mer, donc dans l'ensemble du Rhône.
On sait qu'il s'inscrivait, lui, dans une économie plutôt locale, hein, puisque au moment de son naufrage, il transportait un chargement de pierre en provenance des carrières de Saint-Gabriel, une commune assez proche d'Arles. Selon les premières hypothèses, le naufrage s'est produit pendant un orage qui a provoqué une crue du Rhône. L'eau s'est alors engouffrée dans l'embarcation. Déséquilibré, le bateau a été entraîné vers le fond, emportant avec lui son chargement et tout son matériel de bord. Aujourd'hui, la vaisselle de l'équipage, le gouvernail et le mât sont toujours en place, ce qui rend cette épave unique. Pendant des mois, les archéologues se sont posé une question. Comment sortir de l'eau une épave aussi grande et aussi lourde ? L'équipe de Benoît a imaginé une solution totalement inattendue. Découper le bateau en tronçons avec une simple scie. Aujourd'hui, les scaphandriers testent leur idée pour la première fois. Ok, bah écoute, j'ai commencé la découpe. J'en suis à peu près à un tiers. Et ça se découpe bien. Pour l'instant, je ne suis pas tombé sur de la ferraille. Ok, bien reçu. La coupe est terminée. Vous pouvez commencer la manip du levage. Ok. Sur le ponton, le reste de l'équipe entre en action. Centimètre par centimètre, elle remonte le tronçon de l'épave vers la surface. Ça commence à décoller. Ça s'écarte un peu. Après des mois de préparation, Sabrina est aux premières loges. Mais j'ai là le bébé. Hein. Mais c'est marrant de voir la coupe, de voir le bateau une fois coupé comme ça. Ouais, c'est bien, hein, t'as la meilleure vue en ces moments-là. Affirmatif. En pensant que ça a été fait il y a 2000 ans. À nouveau, le chaland gallo-romain retrouve la lumière du jour. Sabrina imagine ce moment depuis 4 ans. C'est extrêmement émouvant hein. Et c'est pas tant parce que le bateau est ancien, c'est surtout parce que ça fait des années qu'on travaille dessus hein, et qu'on l'étudie morceau par morceau. Nous, sous l'eau, il faut que vous imaginiez qu'on voit à chaque fois le bateau, on voit des morceaux de 20 cm sous l'eau. Et là, on a une vue d'ensemble, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Thierry ! La sortie de ce premier tronçon est le début d'un invraisemblable pari. Remonter l'ensemble du bateau en quelques mois seulement. Pour le calage, c'est génial. Ils ont fait un truc... ouais, Pour Claude Sintès, le directeur du musée qui va exposer ce bateau, ce sauvetage est un événement. On décompte là actuellement ce bateau, on a les cordages sur lesquels ils ont tiré, on a les maillets avec lesquels ils ont tapé contre les bordées. Donc tout ça, c'est une tranche de vie extraordinaire qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. Et du coup, je vous avoue que là, c'est hors norme. Et ça, c'est fantastique pour nous. Immédiatement après son arrivée sous le hangar, le bateau est installé sous des brumisateurs. Car pour lui, le changement de milieu est particulièrement violent. Après 2000 ans passés sous l'eau, le bois ne doit surtout pas sécher. Ce qui se passe, c'est que le bois est gorgé d'eau. C'est-à-dire que toutes les fibres à l'intérieur, au lieu d'avoir de la cellulose, elles contiennent de l'eau. Donc ce qui fait que si on sort le bois et si on le laisse sécher, l'eau va s'évaporer et toutes les structures vont s'effondrer. Et dans ce cas-là, on va avoir un bois complètement explosé. Donc voilà pourquoi il faut sans arrêt le mettre soit dans l'eau, soit l'asperger toute la journée.
Juste à côté, une autre équipe s'occupe de tous les objets romains sortis de l'eau. Devant la quantité impressionnante de poterie, une solution a dû être trouvée. Ils sont tous différents alors. Un laboratoire, dirigé par David Jaoui, a été directement installé sur le quai. Des feuilles d'eau, Oui. avec des perles. Ouais. Vous voyez la finesse de celui-là? Ah oui, en effet. Oui. C'est incroyable, vous êtes en train de reconstituer les caisses telles qu'elles arrivent dans l'Antiquité. C'est vrai, ouais. Il faudrait mettre de la paille, on a une caisse antique. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. David réserve une autre surprise à Claude. Elle vient d'être remontée à la surface et va devenir l'un des objets phares de la fouille. Oh là là. Alors il y a tous les autres morceaux qui sont à l'intérieur. Et là, tu as vraiment le vase à libation. C'est une pièce extraordinaire, ça. Ouais, non, c'est absolument sublime, quoi. Les vases à libation servaient au cours de rituels, pendant lesquels les Romains rendaient hommage à leurs dieux. Mais quand on l'a vu sortir de l'eau, là, je dois avouer qu'on était tous quand même un peu estomaqués, hein, par la qualité, par le collier. Et c'est la première fois, moi, que je vois un vase à libation de cette qualité, quoi. Là, on retrouve le plaisir, quand on était enfant, de vouloir faire archéologue, de découvrir des beaux objets. Quelques jours plus tard, le tronçon qui vient d'être sorti est démonté, morceau par morceau. Car chaque pièce de bois, chaque élément de métal va subir une restauration très particulière. Ça paraît assez simple. En fait, il faut savoir que ce bois, qui est du chêne, ça s'apparente plus maintenant à une mode de beurre que vous sortez du frigidaire, ou même qui est sorti du frigidaire depuis un moment. C'est-à-dire que ça n'a plus aucune résistance. C'est du bois gorgé d'eau, extrêmement fragile. Donc le clou, lui, a été fiché dans ce bois il y a 2000 ans. Donc il faut quand même être très prudent quand on l'enlève. Un peu de marge. Attends. Allez, doucement. Une à une, les 235 pièces qui composent le chaland vont quitter Arles pour vivre à Grenoble la suite de leur aventure. Nous sommes sur le site du commissariat à l'énergie atomique. Ils sont déjà au travail. Bonjour. C'est ici que débute la restauration des pièces du bateau. Ça va bien? Voilà. Donc c'est quelle partie ça? Alors ça c'est les traverses. Elles étaient situées dans la partie centrale du bateau. D'accord, très bien. Elles sont belles, hein? Ah oui, elles sont magnifiques. Pièces, ouais. Pour les premières planches du chaland, le traitement a commencé il y a quelques semaines dans ces bassins. Il consiste à remplacer l'eau contenue dans les fibres du bois par une sorte de résine. Ouais, écoute, ça je pense que c'est un des bordels les plus gros de l'épave, hein, les plus grands en tout cas. Une technique mise au point dans les années 80. Il y a eu beaucoup de recherches au XXe siècle pour sauvegarder les bois. Il y a eu des tas de matières qui ont été étudiées. Il y a eu du sucre, d'autres choses qui ont été testées. Et le polyéthylène glycol, cette résine particulière, est devenue un traitement qui est répandu dans le monde. Toutes les petites étiquettes jaunes que vous voyez, c'est ce qui va permettre après d'assurer le remontage en fait des pièces architecturales entre elles. En regardant même dans la piscine, grâce à ces étiquettes jaunes, je sais exactement où on se trouve dans le bateau, de quelle pièce il s'agit et voilà. Et avec toutes les pièces qu'on voit ici, ça donne une idée du puzzle géant qu'on va avoir à remonter. Voilà. Allez, glouglou. Alors qu'ici commence le lent travail de restauration, le relevage de l'épave continue à 300 km de là. Sur les rives du Rhône, les plongées s'enchaînent. Dans 4 semaines, tout doit être terminé.
Les tronçons de l'épave remontent les uns après les autres. Mais en cette fin du mois d'août, les orages menacent de ralentir le travail. Ok, reçu. Si la tempête s'installe et que les eaux montent, le chantier risque de prendre du retard. C'est bon. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent avec des rafales et qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire le levage pour poser le berceau à terre. Donc on est un peu entre lever et un risque de rafale ou laisser dans l'eau avec les orages qui arrivent. Allez, ça se dégage là le vent et tout, ça tombe. Finalement, l'orage s'éloigne et le travail reprend. Après 3 mois d'efforts acharnés, les archéologues épuisés reprennent espoir. Là, je commence à me dire qu'on va y arriver, que c'est presque gagné. Je commence à fantasmer, à imaginer mes enfants, les petits-enfants venir au musée, voir le bateau. Et là, on commence à arriver. Un mois plus tard, la météo a finalement permis la remontée des 9 premiers tronçons. Le moment du dernier relevage est enfin arrivé. Aïe, 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 aïe. On va se le rappeler pendant quelques années, ce moment. Il y a 7 ans, l'épave était découverte. Aujourd'hui, sa proue réapparaît. C'est la fin de tes soucis ou le début des regrets? Je sais pas trop, je sais pas, mais en tout cas c'est super émouvant. C'est incroyable d'en être arrivé là, incroyable. Pour la première fois au monde, un chaland gallo-romain complet a pu être remonté à la surface. Ben, c'est fini. Hein. C'est bon, ça passe. La fin du renflouage de l'épave marque le début d'une nouvelle aventure. Nous retrouverons toute l'équipe face à l'incroyable puzzle du remontage du bateau. Retour dans la ville d'Arles. Le chaland romain a été sorti de l'eau il y a maintenant 1 an et demi. Au musée, des travaux d'agrandissement ont démarré, car ce bateau est tellement grand qu'il faut construire une nouvelle salle d'exposition. Seul Claude Sintès, le directeur, arrive à imaginer la future place de l'embarcation. Oh là là, ah oui, ça a bien poussé depuis la dernière fois. Hein. Le bateau va être installé de cette manière, c'est-à-dire que vous aurez la proue qui sera là-bas, puis le bateau va se développer sur toute cette fosse et va arriver jusqu'à l'arrière là-bas, à la poupe. Et on a trouvé aussi le mât du bateau, et donc il va falloir installer le mât sur son bateau, bien évidemment, et pouvoir donner au public la compréhension de ce qu'était véritablement un bateau dans l'Antiquité. Au moment de son naufrage dans le Rhône, le chaland transportait des pierres qui devaient servir à la construction de villas romaines. C'est avec son chargement et l'ensemble des objets ayant appartenu à ces marins
qu'il sera présenté dans la nouvelle aile du musée. Mais la restauration du bateau est loin d'être terminée. À Grenoble, ce restaurateur s'apprête à utiliser des moyens hors normes, les techniques de l'industrie nucléaire. Donc là, on est dans la cellule d'irradiation. Ça, c'est des éléments du mât du chaland de l'Arles. Et donc, ces éléments ont été imprégnés d'une résine liquide et on va durcir cette résine en utilisant des sources radioactives, des sources de cobalt 60. Et c'est ce rayonnement qui va provoquer le durcissement, la polymérisation de la résine. Le mât est installé dans un blocos étanche, dont les murs et la porte mesurent 1,50 m d'épaisseur. Une fois la porte fermée, les barres radioactives situées dans cette piscine peuvent remonter. L'irradiation va durer 48 heures. C'est une technique qui fonctionne très bien pour consolider véritablement, avoir une très grande solidité au niveau des objets. C'est le cas du mât de Arles qui a une très grande fragilité et donc qui a dû être consolidé avec cette technique. Dans le hangar voisin, le travail de remontage du bateau est en cours. Le chaland doit être présenté au musée d'Arles dans 6 mois à peine. Grâce aux étiquettes jaunes, les archéologues restaurateurs reconstituent le puzzle géant. Et chaque pièce de bois reprend sa place d'origine. Sabrina, l'archéologue responsable du projet, est venue voir l'avancée des travaux. C'est un vrai travail de fourmi là, que vous faites sur la restauration. Ça avance vite, ça avance vite, mais il y a beaucoup de travail encore. C'est énorme. On est toujours sur le fil du rasoir. En gros, on a en face de nous la moitié de l'épave, puisqu'on a environ 5 tronçons qui sont en cours de remontage. Donc on peut dire que là, on est au milieu du gué. Il reste encore un gros travail pour la mise en place des flancs et puis la fixation de toutes les cloisons qui viennent protéger l'intérieur du caisson du bateau. J'ai toujours pas cette vision quand même des 31 mètres. Même si le bateau, je le connais bien, même si on a travaillé, on a terminé le travail de restitution en 3D du bateau, j'ai toujours du mal à le projeter en réel. Ce sera que dans le musée au mois de septembre, que quand on amènera les derniers tronçons, qu'on arrivera tous à voir au dernier moment le bateau reconstitué. Ça va être un moment fort, oui. Au musée, l'exposition du bateau gallo-romain se prépare. Les objets les plus emblématiques sont en pleine restauration. Ethel s'occupe de la mascotte de la fouille, ce petit chien en céramique. Il s'agit d'une cruche, mais vraiment avec une forme originale, avec le bec verseur ici, dans la bouche du chien, l'anse, la poignée pour pouvoir verser comme ça. Ensuite, le fond plat permet de le poser. Et normalement, à la fin de la restauration, il tiendra debout et on pourra le présenter vertical. Entre collage, prélèvement et restauration, le travail ne manque pas. Ah, mais c'est génial ça. Oliva Practa. Pour David, en charge des céramiques, chaque jour apporte une nouvelle énigme. Il vient de découvrir une inscription inconnue. Et c'est souvent ce qui est problématique avec les inscriptions Tintin. On est content d'en avoir et quand on en a, des fois, on ne sait pas ce que c'est. Certains mystères ont été résolus. David a pu identifier l'étrange visage de ce grand vase, sorti des eaux du fleuve. C'est la représentation très rare de Sabasios, un dieu romain. C'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions quand on l'a découvert. On ne savait pas si c'était une méduse barbue avec des serpents, enfin, c'était pas cohérent. Et depuis, on a retrouvé 2 vases très similaires aux nôtres,
à Pompéi, dans la maison des cultes magiques. Or, il se trouve que ce personnage est représenté le plus souvent avec des serpents, qui est représenté barbu. Donc, nos hypothèses convergent vers ce culte de Sapasios. Après, il faut bien voir que c'est un objet fonctionnel qui servait à mélanger le vin avec de l'eau. On pouvait même, pour des banquets, on va dire un petit peu prestigieux, faire venir de la glace pour le mélanger. Donc c'est vrai que c'est un objet qui servait à ça. Les unes après les autres, les centaines de céramiques remontées par les plongeurs sont passées dans les mains des restaurateurs. Au musée, elles vont rejoindre les célèbres statues déjà sorties du Rhône, Auguste, César et Neptune. Ces figures romaines assistent aujourd'hui au remontage du dernier tronçon du bateau. Nous sommes en septembre 2013. L'heure de l'inauguration approche. Emballée comme un tableau de maître, la proue du navire fait son entrée dans le musée. Sous l'œil de Claude Sintès, le directeur du musée, le chaland romain se découvre en entier pour la première fois. Là, ça a l'air tout simple. Le fait que les collègues de Arc Nucléaire installent un bout de proue comme c'est le cas, ça a l'air tout simple. Mais pour nous, c'est une très très forte émotion parce qu'on sait tout ce que ça représente de travail, d'angoisse, on sait ce que ça représente d'organisation et tout ça. Donc la moindre planche, ce bout de planche, ça ne représente pas grand-chose, c'est quelques dizaines de kilos. Mais c'est un poids énorme derrière d'émotion pour nous tous, pour toute l'équipe et on l'espère désormais pour notre public. Il faut pivoter comme ça un peu. On va le bloquer et vas-y. Voilà. Voir un bateau pareil, c'est tout de suite imaginer les gens qui étaient sur ce bateau, c'est tout de suite imaginer les gens qui sont en train de tirer ce bateau, qui sont des esclaves, c'est ceux qui sont en train de mettre les pierres à bord ou de les décharger, et tout ça est immédiatement perceptible, tout le monde le voit à la seconde. Dernier jour de travail et dernière retouche. 450 objets qui racontent la vie du port d'Arles au 1er siècle après Jésus-Christ rejoignent les vitrines de la nouvelle salle du musée. Et la mascotte de la fouille, désormais entièrement restaurée, trouve une place de choix. Nous sommes le 4 octobre 2013, à quelques heures de l'inauguration. Présenté dans une fosse de 35 mètres de long, le chaland semble prêt à larguer les amarres et à poursuivre sa navigation sur le fleuve. Comme à l'époque de son naufrage, tout est en place. La cuisine a été réinstallée à l'arrière, avec son brasero, la vaisselle et les outils des marins. À bord, rien ne manque, pas même le mât de halage. Ce qui rend cette épave unique au monde. Cette épave, quand on a commencé à la fouiller en 2008, déjà on ne savait pas qu'elle était complète et on ne savait pas qu'elle nous réserverait autant de surprises. Quand on a découvert le mât de halage, voilà, on se disait mais on a tellement de chance, on a tout quoi, on a tout. Une belle histoire. Une belle histoire et un vrai morceau de notre vie à tous, ouais. On n'en sort pas, indemne, on va dire, hein. Voilà. Ouais. 18h, la foule qui s'est amassée devant les portes du musée s'approche avec impatience de la nouvelle salle d'exposition. Pas trop le trac? Un petit peu. Les Arlésiens sont au rendez-vous et se pressent pour voir la nouvelle vedette. Jean-Marc Bernard et Othello Badan n'ont pas voulu rater l'événement. Magnifique. Magnifique. C'est une pièce exceptionnelle, absolument. Imaginez quelque chose comme ça?
Ah ben non, pas aussi gigantesque. Je pensais que les petits bateaux à fond plat, ils étaient plus petits que ça. Mais là, c'est un truc de 30 mètres de long comme ça. Dès qu'on est du côté de la proue ou de la poupe, là, c'est impressionnant. Puis l'état de conservation, on peut tout lire, c'est extraordinaire. Quoi. Vraiment, je suis enthousiaste. Et parmi la foule, l'équipe de scaphandriers découvre le chaland romain pour la première fois, 2 ans après son sauvetage. Il n'y a pas de paroles pour le décrire, c'est trop beau, quoi. Trop bon. C'est un honneur d'être là, quoi. Un honneur d'être là et un honneur d'avoir participé au relevage, quoi, aux fouilles, au relevage. J'ai pas de mots. Nous, on l'a sorti, ce bateau-là. Nous, on a imaginé comment le sortir. Il faut imaginer que ce bateau, il était 3-4 mètres sous le terrain, avec de la gîte, avec 900 mètres cubes de terrain au-dessus, quoi. Et qu'on a été le chercher comme ça. Et ben là, nous, ça nous rappelle les heures et les milliers d'heures, parce qu'on imagine, on a 4000 heures de travail en plongée pour le sortir. Et voilà, donc là, c'est vraiment voir l'aboutissement d'un travail incroyable qui sera, je pense, en tout cas pour tous les scaphandriers qui ont travaillé sur cette opération, de nos plus beaux chantiers, quoi. Et pour moi qui l'ai dirigé, évidemment, c'est une énorme satisfaction. Le bateau vous échappe un peu à partir de ce moment-là? À partir de là, il est rentré dans le domaine du patrimoine, il n'est plus à nous, il est au public. Donc ça, on le sait, on fait ce métier pour ça, pour restituer au public. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur de voir justement beaucoup de gens venir admirer ce bateau. Après 2000 ans passés dans l'eau, le chaland du Rhône a été classé trésor national. Voilà, c'était Le Pays d'Arles, un film inédit de notre collection Passion Patrimoine, réalisé par Stéphane Bégoin. Alors si vous êtes dans la région, eh bien n'hésitez pas à aller admirer cette extraordinaire barge gallo-romaine exposée au musée départemental Arles Antiques. Résultat, vous l'avez vu, d'une formidable aventure humaine et scientifique.